Bonjour, c'est Aurélie d'Arcadie. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast consacré aux flammes jumelles et à l'alchimie du couple. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui a résonné profondément auprès de notre communauté YouTube. Vous aviez été nombreux à participer au sondage que j'avais posté sur la chaîne. Et le sujet qui a obtenu la majorité des votes est le don de médiumnité sur le parcours flamme jumelle, avec 48% des voix. Donc dans cet épisode, je vais parler avec vous de mon point de vue et de mon expérience personnelle sur ce lien entre médiumnité et parcours spirituel des flammes jumelles. Comment ce don peut-il se manifester? Quelle est sa place dans l'évolution personnelle et dans l'union sacrée? Et surtout, comment l'accueillir et le comprendre pour avancer sur ce chemin initiatique souvent intense et transformateur. Je tiens à préciser que ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est que le fruit de ma propre expérience et de mes réflexions. Mon intention est de vous inspirer, mais surtout de vous accompagner dans vos propres découvertes et de rester dans une démarche de respect et d'ouverture. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre esprit et plongeons ensemble dans cet univers fascinant où médiumnité et amour universel s'entrelacent pour révéler des vérités profondes. C'est parti! Alors voilà, je vais me laisser inspirer et puis avant la fin du podcast, je vérifierai qu'on a répondu à toutes les questions énoncées en intro. Voilà, ceux qui me connaissent savent que je préfère fonctionner comme ça, puisqu'on parle de médiumnité, donc ça tombe sous le sens que je vais demander l'inspiration de la plus haute conscience possible, afin de faire parler mon maître intérieur, comme on dit, ou ma flamme, pour ceux qui ont l'habitude de nous entendre. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses, on se laisse inspirer par notre flamme intérieure, que ce soit pour l'écriture ou pour les vidéos. Alors, la médiumnité, elle s'est manifestée depuis longtemps, mais j'en avais pas vraiment conscience. Donc c'est vraiment quelques années avant le début de mon parcours flamme jumelle que j'en ai pris conscience. Elle s'est vraiment imposée comme un réveil. Alors, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre le plus intuitivement possible. Je vais parler de mon expérience personnelle parce que c'est un sujet tellement complexe et à la fois tellement simple que il vaut toujours mieux, pour être vrai, partager quelque chose de vécu. Parce que tout le reste, c'est que du blabla, et on ne peut pas le prouver. De toute façon, on est dans l'invisible là. Donc le vécu, il y a rien de plus palpable finalement, et vous sentirez comme ça à travers mes paroles les émotions que j'ai pu vivre au fur et à mesure que ma médiumnité s'est développée. Donc il y a vraiment un lien avec ce parcours flamme jumelle. Néanmoins, il s'agit de comprendre que la médiumnité, elle se présente bien avant, puisque le chemin du parcours flamme jumelle est un cheminement spirituel, donc il commence aussi avant la rencontre. J'expliquerai pourquoi ensuite, parce qu'il s'agit de quelque chose d'important, c'est que parcours flamme jumelle, c'est une partie plus difficile, on va dire, pour simplifier, du cheminement spirituel. Donc c'est pour ça que quand on l'aborde pour trouver l'amour parfait dans le couple, on n'y arrive pas parce qu'on peut pas le faire marcher, fonctionner si on conscientise pas que ça fait partie d'un cheminement spirituel. Donc finalement, j'ai quand même pas mal de gratitude d'avoir pu développer cette conscience de ma médiumnité avant cette rencontre flamme jumelle, puisque sinon j'aurais même pas pu vivre ce couple. Donc cette médiumnité, elle s'est manifestée au début par des messages, des synchronicités. En fait, on essayait de me faire prendre conscience que j'étais médium. Mais moi, je ne voulais pas trop y penser. À cette époque-là, j'avais mon entreprise, je travaillais dans l'événementiel. Et puis, tout fonctionnait bien jusqu'au moment où, finalement, une crise, c'était la crise des subprimes à l'époque, une crise financière, m'a mis en difficulté, donc il fallait que je bosse beaucoup plus pour faire fonctionner mon entreprise. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ma médiumnité est devenue évidente. Alors, je vous donne un petit exemple. J'avais des fois des intuitions par rapport à des packages que je devais créer, des soirées ou des
ou des événements que je devais organiser, et j'avais vraiment le plan de l'événement en tête. C'est-à-dire que je me réveillais le matin et je me disais, il faut qu'on crée un package avec un événement qui comporterait tel ou tel musicien, tel ou tel programme pour la soirée, tel menu, telle décoration de table, voilà. J'avais l'image de l'événement. Et quand je créais le package et je l'illustrais, et j'utilisais des photos de nos photographes de soirée, hein, qui prenaient des photos de nos autres événements, mais je mettais en avant, voilà, ce que je pensais qui devait ce qu'on devait faire à l'avenir. Et quand je postais ça sur notre site internet à l'époque, bizarrement, j'avais des personnes qui nous contactaient, qui disaient « c'est marrant, c'est exactement ce que je cherchais ». Et c'est comme si j'avais eu l'intuition de l'événement que la personne qui allait venir dans les semaines qui suivaient voudrait voir, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment incroyable. Et puis moi, je me suis dit, c'est juste de l'intuition. En fait, c'était de la médiumnité. Parce que quand je regarde comment ces packages ont été créés, c'était tellement précis que, bon voilà, c'est pas juste une intuition, quoi. Il y avait vraiment le contenu, tout ce que la personne qui voulait acheter l'événement rêvait de voir dedans, quoi. Donc voilà, je trouvais ça bizarre, mais je voulais vraiment pas encore nommer ça de la médiumnité. Ensuite, ce qui est marrant, c'est qu'un film est sorti, et puis ce film, ça s'appelait... alors, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, mais la nana dans le film était traiteur. Elle organisait des soirées, et elle était traiteur en même temps, et médium. Donc le soir, elle faisait ça, la journée, elle était médium. On venait la consulter pour parler à des défunts, pour parler à des... Oui, c'était des défunts dans le film, mais voilà. Et j'ai trouvé ça marrant, et la personne qui regardait le film à ce moment-là, à côté de moi, elle me dit « Tiens, c'est marrant, tu pourrais faire organisatrice d'événements et médium ». Et ça sonnait juste dans ma tête à ce moment-là. Et je me suis dit, mais non, n'importe quoi. Voilà, deuxième petite piqûre de rappel. Ensuite, j'ai mis au monde mon premier enfant. Et là, il s'est passé vraiment quelque chose d'étrange. C'est que tout au long de la grossesse, en fait, j'avais l'impression de communiquer avec. Un peu par télépathie, quoi, voilà. Et je savais comment il allait être. Enfin, je connaissais déjà sa personnalité. Voilà, c'était assez incroyable. Donc bon, je me suis dit encore une fois, non, c'est juste le lien entre une mère et son enfant. Voilà. Et puis j'ai déménagé. Donc ensuite, j'ai arrêté de vivre sur la Côte d'Azur, et puis je suis venue vivre à Toulouse. Et là, en fait, une personne me dit, tu me fais vraiment penser à ma meilleure amie, faut que je te la présente, elle est voyante et médium. Bon. Et là, je fais cette rencontre et tout se débloque, quoi. La personne me dit, tu vas devenir médium, tu vas recevoir des gens chez toi, tu vas faire des stages, des ateliers, et on te consultera. Et j'ai trouvé ça vraiment parlant, mais je comprenais pas pourquoi, en fait, je devais faire ça. À ce moment-là, c'était vraiment obscur, mais je commençais à accepter l'idée. En fait, ça me parlait. Et du coup, comme je ne voyais pas le sens de cette médiumnité, je me disais, bah oui, je veux bien être médium, finalement, ok, mais pourquoi ? En fait, envoyez-moi un message, quoi. Pourquoi je devrais être médium ? Pour faire quoi, en fait, concrètement, quoi ? Et là, je suis tombée, en surfant sur Internet, sur des canalisations de d'autres médiums qui étaient en contact avec des êtres de lumière. Et ça me parlait, encore une fois. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais quand je suis arrivée dans ma maison... près de Toulouse, là où on a déménagé, il s'est passé un truc assez étrange, c'est que j'ai entendu un soir avant de m'endormir, j'ai senti qu'il y avait des présences autour de moi, et je ne les voyais pas, et j'ai demandé qui est là, et j'ai entendu en télépathie, très clairement, nous sommes des êtres des Pléiades, et ça m'a vraiment... fait vibrer, quoi. Je me suis dit, bon. Et bon, je vous passe les détails, sinon le podcast durerait des heures, mais pour ceux que ça intéresse, en fait, j'ai passé quelques messages dans le livre, qui m'ont transmis ces êtres, dans le livre Carte blanche à la lumière aux éditions Helios, qui est toujours disponible, vous pouvez le trouver sur Amazon.
Voilà, ce livre, c'est une compilation de canalisations que j'ai reçues les mois d'après des êtres de lumière. Voilà. Et j'ai compris un peu plus tard que c'était en lien avec des consciences qui venaient des étoiles. Voilà. Et ça a été vraiment la partie reconnexion de mon parcours de développement personnel et spirituel. Tous les matins, en fait, parce que j'avais pris un congé parental aussi, donc j'avais du temps le matin, quand mon fils était à la crèche. Et je sentais ses présences. Donc ce que je faisais, c'est que je méditais pendant 10 minutes, 20 minutes parfois, pour essayer de capter ce que voulaient ces présences. Et c'était vraiment très lumineux, vraiment des présences qui transmettaient un amour que j'avais jamais pu ressentir, même au contact d'êtres humains. C'était phénoménal. Donc j'avais pas du tout peur en fait de ces contacts, au contraire, j'étais portée, je me sentais vraiment entourée par des anges, quoi. Donc j'ai compris que ces êtres me disaient, tu peux prendre des messages en écriture inspirée, c'est-à-dire à cheval entre l'écriture automatique et l'écriture intuitive, quoi, voilà. Donc après mes méditations, quand je savais qu'ils étaient là, que voilà, c'était des consciences très hautes et que j'étais en sécurité, je me levais, j'allais à mon bureau et je prenais en note leurs messages et je me suis aperçue, comme je l'ai transmis dans Carte blanche à la lumière, que c'était de l'aide spirituelle, très clairement en fait. On m'aidait à l'ouverture spirituelle. J'étais en plein réveil, quoi. Et guidée en plus, donc accompagnée. Je me suis laissée guider, du coup, et je me suis aperçue, donc ça aussi je l'ai transmis dans le livre, Carte blanche à la lumière, ça parle aussi des flammes sacrées et des chakras, des correspondances entre les flammes sacrées et les chakras, puisqu'il y a plusieurs énergies de lumière qui sont venues me trouver pour m'aider. J'ai compris ensuite à purifier mes chakras et développer ma médiumnité, mon clair-senti, ma clairaudience, la télépathie, la visualisation aussi, la voyance. Voilà, mais ça se fait quand on nettoie les chakras. Donc c'est pour ça que j'ai écrit dans ce livre à propos des flammes sacrées et du travail qu'on peut faire avec, parce qu'il y a eu toute une préparation en fait au niveau des chakras pour pouvoir développer ce don de médiumnité. Mais à ce stade-là, je savais pas trop, à part que on m'avait dit, voilà, la Terre ascensionne vers des fréquences vibratoires plus élevées, donc les êtres humains sont invités à changer de plan de conscience, donc à s'ouvrir. Donc ça, j'avais bien compris que c'était un travail qui était positif, qu'on me demandait de faire. Mais je ne savais pas ensuite que ce travail allait se poursuivre avec une autre personne et à travers le couple, l'alchimie du couple. Ça s'est fait au bout de quelques années. Enfin non, c'est assez rapide, au bout d'une année ou deux. J'ai commencé à comprendre que j'allais rencontrer quelqu'un, mais au départ, c'était vraiment une démarche personnelle et individuelle. Donc, j'ai développé ma médiumnité par l'écriture inspirée, par la méditation. J'ai appris à voir, à ressentir, à décrypter, en fait, les messages, que ce soit les messages de l'au-delà. Quand c'était des défunts qui venaient, c'était des ancêtres ou des personnes décédées de ma famille qui m'aidaient à transmuter des mémoires familiales. Le karma familial devait s'évacuer. Donc j'ai ma grand-mère, mon grand-père, des personnes comme ça, et puis des vies antérieures qui sont remontées pour me faire prendre conscience de choses que je devais dégager. Mais le travail principal, c'est qu'on me demandait de m'ancrer. Donc moi, ma méditation, c'était vraiment une méditation d'ancrage. Tous les matins que je faisais... sans en oublier, c'est vraiment tous les matins méditation d'ancrage. Avant de m'ouvrir au ciel, je m'ancrais à la terre. Ça se faisait toujours dans cet ordre-là et ça faisait partie de l'hygiène qu'on m'avait proposé d'adopter et j'ai complètement accroché avec ça parce que ça me semblait logique et sain. Le fait de s'ancrer à la terre avant de s'ouvrir au ciel, ça me semblait tout à fait logique. Donc j'essaierai un jour de retransmettre en podcast cette méditation d'ancrage que je faisais tous les matins et qui m'a permis de bien m'aligner. Ensuite, bien évidemment, j'ai eu des synchronicités qui m'ont fait prendre conscience que j'allais peut-être rentrer dans un parcours flamme jumelle. Alors à l'époque, je savais même pas que c'était un parcours, je savais pas ce que c'était une flamme jumelle, je comprenais pas vraiment pourquoi je tombais sur des infos à ce propos. Il y en avait pas beaucoup en plus à l'époque, il devait y avoir 1 ou 2 livres dans le monde. Je suis tombée sur un des 2, je crois bien, lors d'un congrès des éditions Ariane d'ailleurs à Toulouse. Le livre, il m'est tombé dessus
pas par hasard comme on dit. Je l'ai lu et puis bah voilà, je me suis dit ouais chouette, c'est cool, il y a des couples d'âmes jumelles, voilà, bah oui. Bah moi je le vis pas et puis voilà, c'est comme ça, je vois pas pourquoi ce livre m'est tombé dessus d'ailleurs, je savais pas trop. J'avais même pas fait le lien avec un truc qui s'était produit, c'est qu'une nuit j'avais rêvé que j'étais au bras d'un homme, en fait on marchait bras dessus, bras dessous, comme à l'époque, comme dans les siècles passés, quoi, quand les femmes étaient chaperonnées, puis qu'elles voyaient un fiancé, un potentiel fiancé, elles se baladaient bras dessus, bras dessous avec, et puis il y avait le chaperon qui était pas trop loin, qui surveillait. En fait, dans cette posture-là, je marchais au bras d'un homme, mais c'était dans un cadre méditerranéen. J'ai écrit ce rêve en plus, j'ai transmis ce rêve dans le livre « Réintégrer sa flamme jumelle par l'alchimie du couple ». Parce que ce rêve, en fait, c'est le début de mon parcours flamme jumelle. En fait, c'est là que j'ai rencontré Pascal, mais pas physiquement. En fait, il m'est apparu dans ce rêve. Habillé tout en blanc, j'ai cru que c'était un être de lumière, lui aussi, au départ. Mais comme c'était était très précis et très humain, je me suis dit, j'ai l'impression que ce type existe dans la réalité. Est-ce que je vais le rencontrer ? Bref, je me suis réveillée avec plein de questions. Et le cœur très ouvert et très, très chaud. Donc, et en fait, c'était 1 an avant ma rencontre avec Pascal. Voilà. Et pourquoi je raconte ça ? Parce qu'en fait, tout simplement, c'était la suite de ce parcours de développement de ma médiumnité. C'est-à-dire que, en fait, j'avais bien purifié mes chakras, j'avais développé mes dons médiumniques, tout en sécurité, je le précise. Je faisais des méditations d'ancrage, je m'ouvrais pas à quoi que ce soit, je me protégeais, je demandais à chaque fois que je m'ouvrais pour prendre un message en écriture, je demandais à être connectée à la plus haute conscience possible, et je ne le faisais que quand j'étais dans l'amour et dans des fréquences hautes, et pas autrement. Je prenais en note tous les messages et je les relisais 1 semaine, 1 mois, 2 mois après pour vérifier la correspondance entre ce que j'avais vécu comme épreuve dans la vie et les messages qui m'étaient arrivés avant. Il faut toujours tenir un journal parce que c'est comme ça qu'on peut voir notre progression. Sinon, on peut très bien croire qu'on prend des messages et qu'on a été illuminé par je ne sais quelle ou quelle conscience, mais ça peut être n'importe quoi et des choses qui ne servent strictement à rien. Donc il faut prendre le temps de noter et de relire ensuite pour voir si effectivement les messages ont été pertinents, se sont réalisés ensuite. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on prend confiance dans ces dons et qu'on peut les développer. Sinon on n'a pas de certitude, quoi. Il y a que le temps et la relecture des messages qui fait que on peut valider s'ils étaient pertinents ou pas. Donc il y a une certaine rigueur en fait quand on fait ce travail qu'il faut acquérir et qu'il faut développer. Je le dis parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi dans le monde de l'invisible. Voilà, il y a aussi l'astral, donc il ne faut pas forcément ouvrir à n'importe quoi. C'est quand vous sentez que vous êtes appelé, il y a une notion d'appel. Quand vous êtes appelé dans des sphères où vous sentez que la fréquence d'amour est très forte, que vous vibrez haut, là vous pouvez rester ouvert. Mais si vous ne sentez pas ça, vous fermez votre canal. Il suffit de le vouloir, hop, vous dites non, je me ferme, je prends pas, quoi. Voilà. C'est vous qui avez le libre arbitre pour ça. Donc vous ouvrez ou vous fermez, c'est vous qui décidez. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, donc après il y a ce parcours de flamme jumelle qui se présente, et ça j'ai compris ensuite, c'est parce que c'est une autre étape du développement spirituel qu'on a appelé avec Pascal étape apocalyptique, parce qu'en fait là on rentre dans la levée des voiles de la conscience et on passe par des épreuves beaucoup plus compliquées, vraiment très compliquées. Et c'est pour ça qu'on termine d'écrire là un livre sur le tarot avec Pascal, parce que ces épreuves suivent les arcanes du tarot. Donc voilà, on termine ce livre qui va faire le lien entre les arcanes du tarot, les épreuves qui sont contenues dedans, dans les images et les symboles, et le parcours des flammes jumelles, qui est vraiment énigmatique et que peu de gens arrivent à s'expliquer pourquoi c'est si dur, parce qu'il y a des épreuves à vivre. Alors pourquoi le lien avec la médiumnité ? En fait, parce que tout simplement, quand vous êtes dans une épreuve, c'est l'ego qui reprend les commandes parce que vous êtes dans la peur. Les épreuves provoquent de la peur et de l'angoisse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps ? L'ego reprend les commandes. C'est notre mécanisme de survie des êtres humains. C'est normal.
Simplement, quelqu'un qui a développé sa médiumnité, mais de manière constructive, hein, pas juste pour s'éclater à faire de la voyance et éclater les amis, non, vraiment de manière vraiment sincère et constructive, comme un chercheur de vérité sincère. Si vous développez dans ce sens-là votre médiumnité, vous serez capable dans les moments d'épreuve de faire le distinguo entre les messages de votre âme et la petite voix, mais la mauvaise petite voix qui vous parle dans la tête et qui, en fait, est votre ego. Et dans ces moments d'épreuve, c'est souvent l'ego qu'on entend en premier. On a du mal à se brancher sur le plan de conscience qui est relié au cœur. Donc, toute cette phase de préparation, de méditation, de prise de messages en lien avec les êtres de lumière pour développer votre médiumnité, eh ben, c'est en fait, moi je l'ai compris, hein, c'est pour ça que j'ai dit en intro du podcast, je vais vous transmettre mon expérience, parce qu'il y a plusieurs expériences, ça c'est que la mienne. Mais elle parlera à certains qui ont peut-être fait cette démarche dans ce sens. Moi j'ai compris ensuite que pourquoi j'avais pris tous ces messages en lien avec ces plans de conscience de lumière, bah, c'était pour m'entraîner à rester connecté à cette fréquence-là. Même dans les moments d'épreuve. Alors forcément, à cette époque-là, c'était facile, j'étais pas mise à l'épreuve. J'étais tranquille, j'étais en congé parental et j'avais tout le temps de méditer, donc je vibrais haut. Mais ça m'a permis aussi quand même de faire le distinguo entre « Ah, là je suis connectée à mon âme, à mon cœur, donc je vibre haut, donc j'entends des messages qui viennent de plans plus vastes, plus lumineux. » Et ah bah là je suis plus dans mon ego parce qu'on m'embête, je fais les courses et tiens ce mois-ci, je sais pas moi, il me manque tant d'argent pour préparer ceci, cela. Voilà, là ce sont des situations où votre ego il reprend les commandes, mais c'est pas vraiment des grosses épreuves comme celles qu'on vit dans le parcours Flamme Jumelle ensuite, quoi, voilà. Mais bon, c'est des épreuves dans lesquelles faut s'entraîner à faire le distinguo entre l'âme et l'ego. Donc d'où l'intérêt de prendre des messages de votre âme, des messages de vos guides, parce que comme ça, vous pouvez constater que à ce moment-là, ce que vous écrivez, ça vibre plus haut que lorsque vous parlez à une amie ou quelqu'un de votre famille au téléphone, par exemple. Donc tout cet entraînement permet, le jour où vous rencontrez votre âme jumelle, de rester connecté à cette troisième force qu'on appelle la flamme sacrée, quoi, qui vous a réunis. Cette flamme, c'est en vous, c'est la partie qui vibre le plus haut. On peut l'appeler l'Esprit Saint, on peut l'appeler le soi supérieur, peu importe, la source même si c'est pas la source, mais c'est la source de votre lien, quoi. Voilà. Donc quand votre lien fait que l'autre se rapproche et vous le reconnaissez comme votre complément, quoi, divin, ben en fait, là, c'est énorme, c'est tout rose, bien évidemment, on est dans un amour incommensurable. Mais quand les épreuves se présentent, et elles se présentent très rapidement, voilà, si on ne s'est pas entraîné, eh ben, on part tout de suite dans l'ego. L'autre fait pareil, et on inverse nos polarités, et on s'écarte l'un de l'autre. Et donc, il n'y a pas de réunion possible. Si par contre, vous avez travaillé votre médiumnité, vous êtes capable de vous dire, là, je pars dans l'ego, et donc, il faut que je retrouve la fréquence du cœur, et que je refasse parler mon âme, maintenant, parce que l'autre, il m'écoute et il est en doute, il est dans ses peurs. Il faut que mon âme parle, pas mon ego. Là, si vous avez bossé ce dont on a parlé au début du podcast, eh bien, c'est beaucoup plus facile de rester connecté à ça. Et même si vous échouez, parce que vous échouerez, de toute façon, il y aura des clashs, parce qu'il y a des énergies qui doivent sortir des deux âmes jumelles, et il y a des moments, il n'y a que les conflits qui peuvent les faire sortir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se blâmer d'avoir déclenché ou que l'autre ait déclenché un conflit. Parce que des fois, c'est salutaire. Une fois l'orage passé, le soleil revient et vous êtes libéré. Mais néanmoins, pour traverser cette tempête, imaginez que vous êtes un capitaine de navire et la tempête, vous devez la traverser. Vous ne pouvez pas faire demi-tour. Eh bien, si vous avez appris à naviguer correctement, à tenir le cap, parce que vous vous connectez à votre âme, que vous savez comment retrouver ces fréquences-là par vous-même à l'intérieur de vous, eh bien votre autre et vous vous déchirerez pas. Le couple va tenir le cap lui aussi. Voilà, donc c'est un travail, c'est pour ça qu'on dit, ce couple-là, cette rencontre-là, elle vous emmène dans un parcours de développement personnel, mais surtout spirituel. Voilà, on parle même plus de bien-être, là on parle de cheminement spirituel en vue d'une ascension
vibratoire, quoi, vers d'autres plans de conscience. D'où ce lien entre la médiumnité et le lien flamme jumelle, parce qu'en fait, votre couple de flammes jumelles, il est destiné à vous faire passer à, une humanité plus... une autre humanité. Vous ne serez plus un être humain comme vous étiez avant, c'est-à-dire que vous aurez une fois que vous aurez transmuté vos ombres, vous serez plus lumineux, vous aurez d'autres capacités aussi. On parle d'ascension vibratoire, donc ce couple, il est là pour ça, pour vous faire passer à un autre plan de conscience. Donc, vous faites de l'alchimie sans le savoir quand vous rencontrez l'autre, et plus vite vous vous en rendez compte, plus vite vous apprenez à comprendre quelles règles s'appliquent en alchimie spirituelle, et bien mieux vous passerez les épreuves. Voilà, et la médiumnité, ça fait partie des dons de ce qui se développe quand vous avancez dans le parcours. Vous êtes plus clairsentient, bien plus clairaudient, bien plus voyant, et c'est normal. C'est tout à fait normal. Alors, non pas que vous ne l'étiez pas avant, c'est que là, vous en devenez vraiment conscient et vous pouvez l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'au lieu de... Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gens sur ce parcours, pour pas dire la majorité, qui sont des anciens enfants avec des troubles de l'attention ou quelques troubles autistiques. On est tous un peu autistes, un peu TDA, TDAH dans ce parcours, parce qu'on est des hypersensibles. Voilà, ça va de pair en fait. Pourquoi ? Parce que cette hypersensibilité, elle va avec tout un tas de... Vos canaux captent beaucoup plus de choses que vos 5 sens. Et ça, même avant le parcours flamme jumelle, vous étiez comme ça dès le départ. Mais c'est le cas, là je parle de la majeure partie des gens que j'ai eu en consultation et qui sont dans ce parcours. On remarque quand même, il y a une corrélation entre parcours flamme jumelle et hypersensibilité. Donc, quand vous êtes hypersensible, que vous avez des troubles de l'attention, ou voire quelques troubles autistiques, c'est normal. Ça fait partie de ce qui vient avec les capacités médiumniques endormies, on va dire. Elles ne sont pas si endormies que ça, c'est juste qu'on les endort parce que dans le monde actuel, actuel encore moins qu'avant, mais quand même, on nous demande pas de nous en servir réellement et c'est pas reconnu. Néanmoins, ce sont des capacités qui se développent sur le parcours et qui, si elles sont maîtrisées, donc c'est important de dire maîtrise parce qu'il y a une notion d'acquérir de la maîtrise dans ce parcours. Et donc cette maîtrise s'acquiert tout simplement. Imaginez que votre âme, au bout d'un moment sur le parcours, à force d'entraînement, elle prend les commandes. Donc votre ego, vous arrivez à lui dire de se taire, de se mettre de côté. Ça, en fait, cette maîtrise-là, ça vous permet en fait de, la symphonie intérieure, là, tout ce qui vous vient, tout ce que vous captez visuellement, auditivement, télépathiquement, et que vous n'avez jamais réussi à bien coordonner, et qui provoque des troubles de l'attention, qui provoque des troubles autistiques, tout ça, ça se réorganise comme vous mettez un chef d'orchestre qui coordonne tous les instruments et ça vous crée une mélodie, quoi. Quand vous allez à l'opéra, avant que ça commence, vous entendez une cacophonie. Les instruments jouent tous les uns indépendamment des autres. On entend un saxo qui fait quack, un violon qui fait... Et en fait, c'est un vrai chaos. C'est comme ça dans la tête des troubles de l'attention, des gens qui sont hypersensibles ou qui ont des troubles autistiques. Même si vous n'en êtes pas conscient, on a tous ces troubles-là maintenant. C'est hyper développé, ça va de pair avec l'hypersensibilité. Mais... Donc dans votre tête, ça peut être le chaos à cause de ces dons de médiumnité non maîtrisés. Quand vous mettez votre âme aux commandes, vous arrivez à acquérir cette maîtrise de faire taire votre ego et de faire parler votre âme. Il y a un chef d'orchestre qui arrive et vous jouez une symphonie. Et là, vous n'êtes plus du tout la même personne. Vous êtes un être humain, mais... on va dire, vous pouvez commencer à laisser parler votre soi supérieur. Donc là, dans le parcours flamme jumelle, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'autre, à force de faire des effets miroirs avec vous, de vous faire sortir toutes vos ombres et vous faites pareil avec lui, vous créez 2 nouveaux êtres humains. Des êtres humains plus lumineux, des êtres humains qui sont en maîtrise. Et ce couple, il est là pour ça. Il n'est pas là pour siroter un cocktail aux Caraïbes, même si c'est agréable et que je vous cache pas que j'ai envie de le faire. On va certainement le faire d'ailleurs si on a l'occasion un jour. Mais c'est pas le but, c'est pas le bout du chemin, quoi.
C'est pas ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants sur Terre, c'est pas ça. Ça peut être un morceau du chemin. Mais le bout du chemin, c'est l'ascension. C'est accéder à des fréquences vibratoires plus hautes pour faire descendre sur ce monde une autre conscience. Vous êtes des canaux de ça. Des véhicules qui permettent à une nouvelle ère de se mettre en place, avec tout ce que ça implique. Donc en fait, j'aime pas dire ce mot, mais c'est comme si quand vous êtes appelé pour un parcours flamme jumelle, vous êtes un peu choisi, quoi. Alors il y a beaucoup d'élus, mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, c'est-à-dire que qui va passer toutes les initiations pour arriver justement à ouvrir sa conscience suffisamment et entrer dans ce nouvel âge, en fait. Mais c'est le but. On arrive bientôt dans l'ère du Verseau. Bon, elle est pas là, hein. Il y aura quelques siècles à attendre, mais les êtres humains qui peuvent commencer à faire descendre le monde de demain sont déjà en place et sont déjà appelés. Ils se sentent appelés. C'est pour ça qu'on voit plein d'ouvrages sur le développement personnel et spirituel. On voit que le monde commence à devenir plus spirituel qu'avant, parce qu'en fait, les humains, il y en a qui sont prêts. Et si vous écoutez ce message, et si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, c'est parce que vous êtes peut-être prêts. Vous avez entendu l'appel. Maintenant, il vous faut juste les outils pour répondre à l'appel. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la médiumnité, c'est un des outils qui vient sur le chemin des flammes jumelles. Mais il faut comprendre pourquoi. Il ne faut pas en avoir peur. Et voilà, et c'est aussi quelque chose qui s'acquiert par la maîtrise. Bien sûr qu'on peut tout d'un coup se sentir télépathe ou se sentir clairvoyant, et c'est peut-être vrai, mais ça demande quand même du travail pour stabiliser tout ça. Parce que sinon, vous allez capter tout et n'importe quoi, et ça ne vous servira à rien à part de vous perdre. Donc... voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est un outil sur le parcours flamme jumelle. Moi, ça m'a vraiment aidé, surtout dans les moments de conflit avec Pascal. Par exemple, il y a des échanges où votre autre, il est complètement polarisé dans le pôle opposé et il vous, pour le dire clairement, il vous déteste à ce moment-là parce que vous êtes en opposition. Donc les deux égos peuvent pas se concilier. Il y en a un qui parle, l'autre il va dire l'inverse et il n'y a pas de terrain d'entente dans ces moments-là. Donc dans ces moments-là, vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est retrouver la connexion, l'alignement avec le plan de l'âme. Et dès que vous retrouvez ça, parce que vous avez l'habitude de le faire, hein, que ce soit par l'écriture inspirée, la méditation ou la prise de message en canalisation d'être de lumière, voilà, comme je l'ai dit au début, vous laissez parler l'autre, vous ne réagissez plus. Vous répondez que quand il faut répondre, mais vous rentrez dans un dialogue intérieur avec votre âme, et c'est la flamme, le lien qui relie votre âme à celle de votre autre, qui va prendre les commandes et vous dire, là, il vaut mieux que tu te taises, là, il vaut mieux que tu lui dises ceci et pas cela, et puis temporise, et puis, ou alors, des fois, dans certains conflits, le test, c'est de se positionner. L'autre vient vous déstabiliser parce que vous avez ça à débloquer. Et donc, votre âme, là, à ce moment-là, elle va recevoir un message de la flamme sacrée qui vous réunit tous les deux. Elle va vous dire, là, mon petit père ou ma petite mère, il vient te chercher, positionne-toi. Et là, si vous êtes dans le plan de l'âme, vous allez le faire, mais avec tellement d'amour, vous allez le désarçonner, l'autre. Donc votre couple flamme jumelle, il ne va pas se déstabiliser, vous allez faire grandir l'autre même. Mais tout ça, c'est possible dans l'épreuve que si vous arrivez, je le dis encore, je le rabâche, à maintenir la fréquence du plan de l'âme en vous. Et ça demande un travail. Donc travaillez votre médiumnité de façon saine, de façon pragmatique, en méditant, en travaillant votre ancrage à la terre, en faisant des activités style yoga, tout ça. C'est très très important parce qu'il y a une nécessité de nettoyer les chakras, d'être aligné en fait, pour pouvoir vivre ce couple. Voilà. Et que ce couple soit quelque chose, une expérience enrichissante et transformatrice. Pas juste une expérience d'échec de plus. Sachez que si vous êtes dans ce processus-là, que vous avez fait cette rencontre, c'est déjà que vous avez fait un long chemin. C'est déjà que vous êtes prêt à vivre quelque chose de plus intense. Donc c'est vraiment
Déjà, rien que ça, vous devriez ressentir de la gratitude, vous vous rendez compte, vous faites cette rencontre parce que vous êtes prêts, vous avez fait plein d'autres rencontres qui vous ont certainement enrichi, même, là je parle plus, que ce soit des réussites ou des échecs, faut pas être dans cette vision dualiste. Une expérience, même si elle se solde par une séparation, c'est aussi une réussite. L'autre, il vous apprend toujours quelque chose qui reste ou qui parte. Faut pas le voir sous cet angle-là. Ah, il est parti, c'est un échec. Non, il est parti et vous avez appris que ceci, cela, éventuellement pu être confronté à une blessure d'abandon, et voilà. Mais il y a toujours quelque chose qui en ressort. Et maintenant, vous vivez une rencontre de flammes jumelles parce que vous êtes prêt à vivre quelque chose d'une autre intensité. Donc félicitez-vous, c'est un grand honneur déjà. Et voilà, mais par contre, il faut savoir que grand pouvoir, grande responsabilité, c'est-à-dire que ça vient avec du travail. Voilà, quand on voit des couples de flammes jumelles réunies, faut pas croire que ça se fait en claquant des doigts. Il y a énormément de travail. C'est pour ça qu'on prend le temps d'écrire des livres, pour transmettre le maximum d'infos sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a conscientisé par le travail. C'est-à-dire que ça s'est fait parce qu'on a travaillé sur plusieurs plans, émotionnel, psychologique, spirituel, mental, et bien sûr physique, parce que aussi il faut bien aussi entretenir le corps pendant tout ça, bien manger. Pour vibrer haut, faut manger sain. Pour vibrer haut, faut faire du sport. Faut beaucoup lire pour pouvoir aborder un cheminement spirituel sous l'angle alchimique, comme pour le couple flamme jumelle, on parle d'alchimie du couple. Donc il faut lire des livres d'alchimie spirituelle, d'alchimie tout court, essayer de décrypter les arcanes du tarot, essayer de comprendre quelles sont les épreuves de tous ces parcours-là qui transmutent les ombres en lumière. Donc voilà, nous, si on écrit des livres, c'est pour pouvoir transmettre un maximum d'infos et donner des outils. Mais aujourd'hui, je voulais me consacrer à la médiumnité parce que c'est le premier outil qui m'a été donné de comprendre et d'utiliser. Et voilà, je voulais souligner le fait que je ne l'ai pas fait en dilettante, que je l'ai fait très sérieusement. Je me suis bien documentée. Et si j'ai accepté d'ouvrir mon canal, c'était parce que j'étais sûre que j'avais compris que ça se fait pas n'importe comment. On n'allume pas une cigarette quand on s'ouvre pour prendre un message en écriture inspirée, on médite avant, on s'ancre à la terre, on ne boit pas d'alcool, voilà, il y a une hygiène de vie, hein. On ne devient pas médium comme ça en ayant une vie de patachon, voilà. Il faut vraiment, comment vous dire, imaginez-vous sur le même cheminement qu'un moine tibétain, quoi. Bon, bien sûr, il y aura moins de contraintes, on est en Occident, et puis bon, on a un pied dans le monde, voilà, de notre civilisation, donc il faut s'adapter aussi, il ne faut pas partir non plus dans le grand n'importe quoi, essayer d'être moine en même temps que vous élevez des enfants. C'est pas ça la question, mais c'est quand même de comprendre que si vous ouvrez à des plans de conscience élevés et que vous commencez à devenir plus spirituel, il faut d'autant plus garder une hygiène physique, quoi. Développer l'hygiène du corps, sur tous les plans, corps, âme, esprit. Donc vous travaillez votre âme, elle va évacuer son karma, mais au niveau du corps, il faut être sain, il faut manger sain, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, voilà. Faut pas être trop rigide non plus, vous pouvez pas devenir le Dalai Lama en 2 jours, c'est impossible, donc il faut être aussi dans l'humilité et voilà, ne pas trop en faire trop vite, faut être patient sur ce chemin-là. Mais voilà, en lisant beaucoup de choses, vous aurez beaucoup de réponses aussi. C'est pas en faisant défiler le portable, les posts sur les réseaux sociaux que vous trouverez toutes les réponses. Il faut vraiment éviter de se disperser dans ce chemin-là. Il faut beaucoup méditer. Donc j'insiste là-dessus, je sais que c'est un peu lourd parfois, mais la méditation, si vous faites l'impasse là-dessus, il n'y aura pas une bonne médiumnité. C'est sûr, parce que c'est dans le silence que les plans de conscience supérieure parlent, et ça prend du temps. Il faut à peu près 7 ans de travail en médiumnité pour purifier le canal et commencer à vraiment maîtriser. Même si on l'est de naissance, c'est pas la question. C'est simplement que y a un travail sur les chakras, il y a un travail de purification des chakras qui se met en place, parce que quand vous commencez à vous ouvrir, vous recevez des énergies qui vibrent plus haut, donc vos chakras sont pas forcément habitués, donc ça met du temps. Voilà.
Alors je vais essayer de vérifier, je vais faire une petite pause et je vous reprends dans 1 minute. Voilà, j'avais besoin de faire une petite pause, je suis de retour. Je vérifiais en fait si j'avais bien répondu aux questions que j'ai mentionnées en intro. Donc, médiumnité et parcours spirituel des flammes jumelles, comment ce don peut-il se manifester ? Voilà, pour moi c'était d'abord par l'écriture inspirée, mais bon, comme je vous le disais, il y a eu des synchronicités avant. On m'amenait l'info sous plusieurs formes, que ce soit par quelqu'un ou par un film ou par un événement. Je commençais à voir que l'univers me parlait de médiumnité. Donc ensuite il s'est manifesté par de la communication, que ce soit avec mes enfants ou mes intuitions par rapport aux clients, ce qu'ils voudraient. Je savais exactement ce qu'on allait me demander même avant que le client se présente, donc ça se manifestait comme ça. Je résume un peu là avant de conclure. Et puis ensuite par l'écriture inspirée. Et oui, j'ai oublié, bien après, donc ma relation avec Pascal, donc mon couple femme jumelle était bien entamé, j'ai eu aussi à développer ce don à travers les soins énergétiques que je donnais. Et parce que tout simplement, une fois que vos chakras commencent à se purifier, en fait, vous arrivez mieux à vous guérir vous-même et à transmettre des énergies de guérison à autrui. Voilà. C'est le canal, ce que j'appelle le canal, c'est... imaginez, il passe par tous vos chakras, votre canal, ciel-terre. Donc plus vous purifiez les chakras, plus il se passe des choses. Donc forcément, après, vous avez... Il y en a qui disent, oui, moi je suis voyant, mais je suis pas clairsentient et vice-versa. D'autres disent autre chose. Non, en fait, si vous bossez tous les chakras, c'est pas qu'il faut les forcer, c'est que la vie vous amène des épreuves, et quand vous passez ces épreuves, vos chakras se purifient. Vous comprenez ? Et plus vous méditez, plus vous comprenez ce dans quoi vous êtes, tel ou tel jour. Par exemple, vous saurez quel chakra est en train de vous faire travailler et qu'est-ce qu'il a besoin de libérer. Et ensuite, vous sortez de votre méditation, vous allez dans le monde et la vie vous amène les expériences qui vous permettent d'évacuer ce qui bloque vos chakras. Voilà, ça se passe toujours comme ça. Mais le fait de méditer vous permet de prendre conscience des épreuves que vous êtes en train de vivre et pourquoi vous les vivez et quelles énergies passent dans vos chakras, qu'est-ce qui se dégage et qu'est-ce qui veut rentrer en échange. Et en général, ce qui veut rentrer, c'est les flammes sacrées. Je vous donne une... petite info aussi, je me suis aperçue sur ce parcours que, bien évidemment, les chakras, ils ont des couleurs. Alors, quand vous développez votre don de voyance, vous les voyez, ces couleurs, au bout d'un moment. Vous les ressentez aussi, même si vous ne les voyez pas. Et les flammes qui viennent purifier, elles ont les couleurs complémentaires. Par exemple, le 2e chakra, on dit souvent il est orange, ouais, et la flamme qui vient le purifier est souvent violette. C'est toujours une couleur complémentaire. Le chakra du cœur, il est vert, mais la flamme qui rentre dedans pour le purifier, elle est rose. Couleur complémentaire. Vous voyez, en fait, tout est très logique, même dans l'invisible, dans le monde de l'énergie. Donc, il y a vraiment un travail qui se fait. Donc voilà, ça c'est ensuite, ça c'était pour répondre comment ce don peut-il se manifester. Pour moi, il s'est manifesté comme ça, et ensuite par les soins énergétiques. Et voilà, et ça continue par d'autres choses. Voilà, maintenant, je prends plus uniquement des messages en écriture inspirée, je canalise carrément les livres qu'on vous transmet, moi et Pascal fait de même. Et dans Alchimie originelle, on canalise un roman. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, on peut canaliser beaucoup plus de choses. Des choses plus complexes. Il y a des énergies toujours plus élevées qui vous traversent. Voilà. Et ça se travaille. Et le couple flamme jumelle, il aide à faire ça. Donc j'avais dit aussi, je vous apprendrai comment accueillir ce don. Alors moi, je vous ai dit aussi par mon expérience, je vous dis comment moi j'ai fait. J'ai réussi à l'accueillir parce que j'étais portée par ces énergies, ces êtres de lumière qui venaient d'autres plans de conscience et qui me permettaient de voir que toi aussi tu es un être humain qui a accès à ces plans de conscience, rejoins-nous sur ces plans-là. Donc c'est un peu, il faut savoir aussi que ces êtres, ils vous parlent en vous-même, ils ne sont pas que externes à vous. C'est votre conscience aussi qui peut s'élargir et accéder à la leur. Donc on est comme des poupées russes, on est imbriqués dans des plans de conscience. Donc ouvrir la porte, c'est aller à un plan de conscience plus vaste. C'est pas forcément que d'autres choses, extérieures à vous rentrent en vous. C'est vous qui élargissez votre horizon, en fait. Mais il a toujours été là. C'est vous qui placez la frontière, en fait. Les êtres de lumière aussi, ces consciences-là sont aussi en vous. Quand on dit on est des poussières d'étoiles, c'est parce qu'on on est des poussières d'étoiles. Les étoiles sont au-dessus de nous, mais elles sont aussi en nous. On peut reconnecter en nous à tous ces aspects de la conscience universelle. Voilà. Donc là, c'était pour répondre à la question comment j'ai accueilli ce don de médiumnité. Alors,
Si vous voulez vraiment le ressentir, dans le livre, dans le roman Alchimie originelle l'héritage, je l'ai vraiment expliqué à travers le personnage d'Aurore, qui est la mère des jumeaux. Elle est médium et elle explique son ressenti, comment voilà, ce qu'elle ressent en tant que médium. Elle laisse une lettre à ses enfants et elle explique vraiment que peut-être un jour eux aussi ils deviendront médiums et blablabla. Et j'ai laissé pas mal d'infos dans cette partie du roman à ce sujet. Et c'est pas pour rien, c'est parce que autant le héros, lui, il incarne les épreuves qu'on passe sur le parcours, autant les lettres laissées par les parents aux jumeaux montrent le chemin. Donc ce roman, il est vraiment initiatique. Il vous aidera. Si vous ressentez un appel, quand vous m'entendez, si vous ressentez un appel et que vous avez vécu cette rencontre de flammes jumelles, vous savez qu'il y a un sens, vous mettez un pied dans quelque chose pour aller quelque part, vous voulez savoir où, lisez ce roman aussi. Il vous apportera des réponses. J'avais dit aussi comment l'accueillir, comment le comprendre, ce don pour avancer sur ce chemin initiatique. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je prendrai le temps de répondre ou alors je ferai un autre podcast pour développer ce dont je dois parler. Je tiens à préciser que ce que j'ai à vous partager n'est que le fruit de ma propre expérience. Voilà, et évidemment, je peux parler que de ce que j'ai vécu. J'en ai sûrement oublié, mais bon, on fera un autre podcast. Voilà, je pense qu'on a plongé ensemble dans cet univers de la médiumnité et du lien des flammes jumelles. On arrive à la fin de l'épisode, donc si j'ai oublié, comme je disais, vous me dites en commentaire, vous me posez des questions, j'essaierai tant que possible d'y répondre. Alors je le fais en consultation aussi, si vous avez vraiment besoin de partager quelque chose de personnel, n'hésitez pas. Vous allez sur mon site reikichanel.fr et vous prenez une guidance et on discute de ça, il n'y a aucun problème, je le fais régulièrement avec des personnes qui sont dans ce parcours. J'espère que mon partage d'expérience vous aura inspiré, offert quelques pistes de réflexion pour mieux vous comprendre et accueillir ce don. C'est vraiment un véritable outil d'éveil spirituel, donc ne négligez pas ça et ne laissez pas la peur vous empêcher de développer votre médiumnité, mais faites-le d'une façon rigoureuse et ancrée surtout. Pas pour se barrer, pas pour éviter. Les gens qui n'y arrivent pas, c'est en général qui veulent fuir le monde. Fuir les difficultés du monde. La médiumnité, on acquiert la maîtrise en acceptant les épreuves qui viennent avec. Et ces épreuves doivent être vécues dans le monde réel, au contact de vos collègues de travail, de vos enfants, des gens qui vivent autour de vous. C'est pas pour fuir qu'on devient médium. Ok, c'est bien d'avoir des contacts avec d'autres sphères de conscience. Mais après, il faut revenir dans le monde parce que nous, on est des canaux, on est censé incarner la lumière sur Terre et pas se barrer avant la fin de l'expérience, voilà. Voilà pourquoi je voulais préciser ça. Comme je l'ai mentionné, ce que j'ai partagé repose uniquement sur mon propre vécu, donc mes perceptions. Je vous invite donc à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Peut-être que ça vous parlera ensuite, mais si ça ne vous parle pas maintenant, laissez de côté pour l'instant. Ne prenez que ce qui vous parle, chaque chose en son temps. Le parcours de chaque flamme est unique, et c'est dans cette unicité que réside toute la richesse de l'expérience, donc moi j'ai partagé la mienne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou à poser vos questions. Je serai ravie de continuer cette discussion avec vous et de répondre à vos interrogations dans de futurs podcasts. En attendant, je vous remercie de tout cœur, sincèrement, pour votre écoute, votre présence. Prenez soin de vous, continuez à avancer avec amour, lumière, discernement surtout sur votre chemin. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Joyeux Noël à tous.